Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite au dernier cours vidéo. Nous allons d'abord terminer le grand 1 et le grand B sur l'alphabétisation des femmes du XVIe siècle à nos jours dans le monde, en corrigeant l'activité que vous deviez réaliser et qui vous avait été donnée à la fin de la dernière vidéo à partir des documents 3 et 4, page 413, que vous avez ici. Alors, la question était de quel débat au pluriel lié à l'éducation des filles en France fin 19e, début 20e témoignent ces deux documents. Eh bien, ce que vous devez avoir noté après avoir étudié ces documents, c'est que ces documents témoignent essentiellement de deux débats. Le premier débat, c'est la mixité. À la fin du 19e siècle, dans les villes, dans les villages, on construit des écoles non mixtes, ou alors parfois des écoles mixtes, mais avec des classes séparées, classes de jeunes filles, comme ici, et classes de garçons. Et comme on le voit d'ailleurs ici, les jeunes filles ont exclusivement face à elles des maîtresses d'école, des institutrices. Et les instituteurs, eux, sont mis devant des garçons. Les programmes d'ailleurs scolaires ne sont pas les mêmes pour les filles comme pour les garçons. Si on zoome ici sur cette photographie, eh bien, on remarque qu'il y a du tissu sur les tables, qu'il y a ici une jeune fille qui a l'air d'être en train de coudre quelque chose. Et effectivement, cela fait partie des enseignements spécifiques pour les jeunes filles. Or, il se trouve que Ferdinand Buisson, lui, milite pour la mixité. Donc, à ce moment-là, il y a des pédagogues qui veulent de la mixité dans les classes, que les filles rencontrent les garçons. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bouffi de stéréotypes, puisque, comme on peut le voir ici dans son texte, on vous dit que les garçons mis en contact en classe avec des filles pour Ferdinand Buisson, je le cite, il estime que les jeunes gens, les jeunes garçons, gagnent ainsi en moralité, en douceur, en générosité. Ce qui serait là, du coup, les qualités naturelles des filles. Et à l'inverse, les jeunes filles prendraient plus de sérieux, de sang-froid, de raison. Ce qui serait, du point de vue de Ferdinand Buisson, là, des qualités naturelles des garçons. Donc, bien sûr, des stéréotypes très marqués. Mais on voit qu'il y a un débat sur la question. Autre débat dont rendent compte, ces documents, eh bien, c'est celui de l'école laïque dès 1886 et la loi qui impose la laïcité de l'enseignement public. Il y a un enseignement encore religieux dans des établissements privés, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais depuis 1886, école publique laïque, cela est fortement critiqué par tout un pan de la classe politique française, par aussi bien sûr le clergé catholique qui perd l'influence, une part de l'influence qui pouvait être la sienne auparavant dans l'éducation. On a des congrégations religieuses qui avant s'occupaient de l'éducation des jeunes gens, qui s'offusquent de cela et qui considèrent que sans religion, l'enseignement dispensé ne peut pas être un enseignement moral. Donc voilà un petit peu le sens ici de cette caricature qui critique l'éducation laïque des garçons bien sûr, mais aussi peut-être encore plus des filles, parce que de leur point de vue, cette éducation doit faire d'elles des bonnes mères de famille, guidées par la morale chrétienne, et si on enlève cette morale chrétienne de leur enseignement, eh bien ce sont les générations futures qui pourraient en pâtir. Bien sûr, vous avez remarqué que j'ai employé tout du long le conditionnel. Nous allons maintenant nous intéresser à la situation de l'éducation des femmes et des filles dans le monde de nos jours. Donc, petit 3, de nos jours, la difficile scolarisation des filles dans certaines régions du monde. Je vous laisse un petit peu de temps pour observer la carte qui est ici sous vos yeux. C'est une carte qui, à partir de 11 indicateurs, offre un score à certains pays du monde sur 100 dans le domaine de l'accès des filles à l'éducation. Et ici, vous avez les pays du monde dans lesquels les jeunes filles ont le moins accès à l'éducation. Et une conclusion s'impose que l'on va tout de suite mettre en avant à partir aussi de cette carte que vous avez sous les yeux. Carte qui n'est pas dans votre manuel, donc je vais vous laisser faire pause. Elle est dans le manuel Nathan, page 399. Je vous laisse le temps d'observer la légende qui se trouve ici. Il y a effectivement beaucoup de pays en grisé, des pays dans lesquels d'ailleurs l'éducation des filles est plutôt très développée. Je ne m'explique pas cet oubli. Bon, on sait qu'ici, il y a un fort taux de scolarisation des jeunes filles. Et je vais vous demander aussi de prendre le temps d'ouvrir votre manuel Hachette
et de consulter le dossier documentaire page 415. Alors juste les documents 2, 5 et la biographie de Malala. Donc voilà, faites pause. Consultez les documents, il n'y a pas de consignes, regardez-les, essayez d'en tirer quelques premières conclusions. Et ensuite, revenez sur la vidéo et ce sera le moment de synthétiser les principales informations, les principaux enseignements qu'on peut retirer de ces documents. Alors pour commencer, si on croise cette carte avec celle qu'on a vue tout à l'heure, dans le monde, les 2/3 des analphabètes, qui seraient à peu près 750 millions aujourd'hui, les 2/3 sont des femmes. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et c'est lié au fait que 1/3 des pays à peu près ne respectent pas la parité entre les sexes dans l'enseignement primaire. Ce qui veut dire que dans 1/3 des pays du monde à peu près, les garçons ont bien plus accès à l'enseignement primaire que les jeunes filles. Et ce constat, on l'observe essentiellement en Afrique sahélienne et subsaharienne, donc les régions que je vous montre ici. Donc on a des pays, par exemple, comme le Mali, comme le Tchad, etc. Et puis c'est une situation qu'on observe aussi dans une moindre mesure, mais tout de même, dans une partie du Moyen-Orient et du sous-continent indien, donc en Inde, au Pakistan, en Afghanistan. Et on observe tout de suite un premier élément, c'est qu'il y a un lien très fort, et je le développerai tout à l'heure, un lien très fort entre l'accès des jeunes filles à l'éducation, notamment en primaire, avec le niveau de développement. Et donc, il y a ici des interrelations, c'est-à-dire que c'est à la fois ce faible taux de scolarisation des jeunes filles, c'est à la fois le reflet du faible niveau de développement. Ça montre, c'est un indice d'un faible développement de certains États du monde, mais c'est aussi, on le verra tout à l'heure, un facteur. C'est-à-dire que le faible accès des jeunes filles à l'éducation renforce le faible niveau de développement. Pour des raisons d'ailleurs qu'on avait déjà dites auparavant, souvenez-vous-en. Et alors à l'inverse, on va passer un petit peu rapidement là-dessus, on observe que dans les pays émergents, alors souvenez-vous, les BRICS, mais pas que, donc Brésil, on va rajouter l'Argentine, l'Afrique du Sud, le Chili, la Russie, la Chine, etc. Dans ces États dits émergents, l'analphabétisme féminin est plutôt faible, on a regardé ici avec la légende se figurer de surface vert clair. On a un taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans qui est à peu près similaire à celui des pays développés. Ce n'était pas le cas dans les années 1950, c'est un progrès qui a été réalisé dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais, il y a un mais, c'est important, pour beaucoup de ces États émergents, c'est lié donc à la volonté de favoriser l'accès à la connaissance du plus grand nombre, pour nourrir la puissance des États, par exemple pour nourrir la puissance chinoise, mais il y a aussi certains pays émergents comme la Chine qui, dans le même temps, impose une censure de l'information, filtre la diffusion du savoir, trie le savoir qui peut être diffusé dans les écoles, y compris auprès des jeunes filles, et celui qui ne peut pas l'être. Donc là aussi, quelques limites. Et enfin, les pays développés ici n'apparaissent pas franchement, il y a donc un problème sur ce planisphère, mais vous le savez, dans les pays développés, la population est massivement instruite, massivement alphabétisée, y compris les jeunes filles, y compris les femmes. C'est là que l'éducation est la plus développée, et aussi l'accès au contenu de vulgarisation scientifique, parce que on a dans ces régions du monde-là un accès massif à Internet via les ordinateurs, via les smartphones. Encore une fois, et toujours y penser, petite limite à cela, il y a la fracture numérique qui existe, y compris dans les États les plus développés, même si elle y est moins prononcée. Et je vous avais demandé donc de regarder des documents sur Malala, sur le Pakistan, et ces différents documents, ils nous permettent de comprendre pourquoi dans certains pays, les jeunes filles ont un moindre accès à l'éducation. Donc c'est important, là, je vais vous parler d'un certain nombre de raisons à ce moindre accès des jeunes filles dans certains pays. Alors, premier type de raison, c'est un moindre développement qui fait que dans certains pays du monde, encore une fois, en Afrique subsaharienne, on a un réseau
d'école qui n'est pas complet. Les régions les plus reculées, notamment les régions rurales, n'ont pas forcément d'école. Les enseignants ne sont pas forcément suffisamment nombreux. Et donc, dans ces pays-là, de manière générale, en fait, la population est plutôt mal alphabétisée, de manière vraiment générale. Maintenant, il y a aussi certaines raisons qui peuvent expliquer que dans certains États, dans certaines régions du monde, les filles vont davantage souffrir de la déscolarisation, vont davantage souffrir de l'analphabétisme que les garçons. Alors ça peut être lié d'abord à des causes socio-culturelles, économiques. Dans certaines régions du monde, on va valoriser le rôle que peut jouer le garçon et donc le futur homme dans la société. Et le coût de l'éducation peut être suffisamment cher pour qu'on favorise l'accès des garçons de la famille à l'école au détriment des filles. On va davantage, entre guillemets, investir dans l'éducation des garçons. Parce que la tradition dans ces États-là, c'est le cas par exemple en Inde, veut que les jeunes filles soient d'abord destinées à se marier, à se consacrer aux tâches domestiques, et donc se pose la question de savoir si les envoyer à l'école et payer le coût de la scolarisation vaut véritablement la chandelle. Et puis, c'est important, et c'est en cela que le cas de Malala nous renseigne, il y a aussi le rôle des préjugés sexistes et des interdits religieux. Donc Malala Yousafzai est cette jeune femme qui est née en 1997 au Pakistan, donc à l'ouest immédiatement de l'Inde. Et elle s'est impliquée dans la défense de l'accès des jeunes filles du Pakistan à l'éducation, ce qui lui a valu en 2012 d'être la cible d'un attentat dans un bus. Un taliban a cherché à mettre fin à ses jours. Elle a alors quitté le Pakistan et depuis elle milite toujours pour que les jeunes pakistanaises aient accès à l'éducation, ce qui malheureusement depuis le retour des talibans au pouvoir est aujourd'hui de nouveau extrêmement difficile. Et cela a valu à Malala le prix Nobel de la paix en 2014. Donc il faut connaître Malala Yousafzai. Et donc c'est un exemple qui nous montre un État dans lequel on interdit l'accès des jeunes filles à l'éducation pour des raisons religieuses liées à la lecture très rigoriste qui est faite par les dirigeants de ce pays, par les talibans. La lecture très rigoriste donc qui est faite du Coran. Et ce que vous devez en retenir de manière générale, je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc que le faible accès des jeunes filles à l'éducation est le reflet d'un moindre développement, mais ça renforce aussi le moindre développement parce que, et c'est important de l'avoir à l'esprit pour nourrir une réflexion dans vos copies, l'alphabétisation des femmes est un levier puissant de développement. Ça permet d'abord aux femmes d'accéder à des emplois plus facilement, de s'autonomiser. Ça permet de manière générale dans une société, en justement développant l'accès des femmes au travail et notamment à des professions qualifiées, bien rémunérées. Ça permet de faire reculer le taux de pauvreté dans un État, dans une région. Ça permet généralement d'accélérer la transition démographique parce que quand des jeunes filles, des femmes ont accès à l'éducation, à des études longues, quand elles travaillent, elles vont avoir moins d'enfants, mais aussi elles vont être davantage sensibilisées aux questions liées à la contraception, par exemple. Et ça a aussi une incidence, donc là aussi c'est un levier de développement, sur la mortalité infantile des femmes qui ont eu accès à un enseignement varié, y compris en biologie par exemple, etc., qui auront accès à des formations au moment de devenir mère, comme ça peut avoir lieu par exemple en France avec des sages-femmes. Eh bien tout cela peut aider à faire reculer la mortalité infantile, aussi parce que la femme travaillant, la femme apportant un revenu au foyer, eh bien on va pouvoir varier l'alimentation et offrir à l'enfant qui arrive dans la famille de meilleures conditions d'existence. Alors, de manière générale, des progrès très importants ont été accomplis dans le monde, et notamment en Afrique et en Asie, dans l'accès des femmes et des filles à l'école primaire. Cela a été permis aussi par le soutien d'institutions internationales, comme l'UNESCO, qui a aidé un certain nombre d'États dans le monde
à permettre davantage l'accès des jeunes filles à la scolarisation, à l'école primaire. Mais l'alphabétisme des femmes connaît encore aujourd'hui des taux extrêmement élevés, notamment, par exemple, dans des pays du Maghreb, qu'on pourrait croire un petit peu immunisés. Eh bien non, on voit que dans les zones urbaines, il y a un vrai décrochage, 86% des garçons y sont alphabétisés, des plus de 10 ans, contre seulement 69% des jeunes filles. Et on retrouve le même écart avec une alphabétisation globale plus basse, mais là aussi une alphabétisation des filles encore plus basse, dans les zones rurales du Maroc. On en a donc terminé avec ce jalon très important sur l'accès des femmes, des filles à l'éducation dans le monde. Et on va maintenant commencer le grand 2 sur la production de la connaissance. Donc le grand 1 avait surtout trait à la circulation du savoir, à la diffusion des connaissances, mais comment produit-on du savoir ? Qui le produit ? Comment ? Quel rôle les États jouent-ils dans cette opération ? C'est ce que nous allons tout doucement commencer à voir dans un grand A. Et on va faire un petit balayage historique de la situation en nous demandant si la production de connaissances a connu une mondialisation accélérée donc peut-être depuis la fin du XIXe siècle. Alors, jusqu'au XVIe siècle, il faut savoir que ce qu'on considérait être le savoir, je caricature bien sûr ici, parce qu'il faut que je vous donne les éléments essentiels, saillants. Le savoir, c'est-à-dire, souvenez-vous, le produit de l'opération de connaissance, le savoir se limitait à une série de textes qui étaient considérés comme des textes faisant autorité. Dans l'Occident chrétien, c'était essentiellement la Bible, des textes écrits ensuite par ce qu'on va appeler des docteurs de l'Église, des théologues, des hommes d'Église qui ont analysé les textes sacrés, et un certain nombre de textes antiques, écrits par des philosophes antiques, je pense essentiellement aux textes d'Aristote. On retrouve la même chose à peu près en Asie, avec la grande importance accordée par exemple au texte de Confucius, qui est un penseur politique, dirons-nous, qui était aussi un fonctionnaire, en Chine. Et c'est d'ailleurs ce qui illustre les deux images que vous avez ici. Et donc dans ce contexte, dans ces contextes particuliers, produire de la connaissance nouvelle par l'expérimentation, par l'innovation. Alors ne caricaturons pas, ce n'est pas interdit. La médecine, par exemple, au Moyen-Âge, n'est pas interdite. On peut disséquer des cadavres, c'est même encouragé par des papes à partir du XIVe siècle. Mais ce n'est pas vu comme une priorité. Donc c'est vraiment la nuance que j'ai mise ici. Le processus de connaissance existe, ne caricaturons pas l'époque médiévale, mais ça a une place limitée. Le savoir nouveau, le savoir produit, notamment par le biais de la technique, n'est pas forcément valorisé. On va davantage valoriser le savoir livresque, c'est-à-dire le fait de maîtriser les textes des philosophes antiques, les textes religieux, la Bible, et d'être capable de s'en servir pour débattre, pour penser, pour réfléchir. On va davantage valoriser l'érudition. Les choses changent essentiellement de ce point de vue-là à partir du XVIIe siècle. Souvenez-vous-en, on en a parlé il y a peu de temps. C'est la naissance de la science au sens moderne du terme. Et à ce moment-là, l'Occident commence à développer, par son avance technologique, notamment dans des domaines ayant trait au militaire, je pense à l'artillerie, avec le développement de canons beaucoup plus efficaces. L'Occident donc commence à développer une avance technologique très importante sur les autres ères de civilisation, encore plus importante qu'au XVe, XVIe siècle. Et les chefs d'État européens, les États européens de manière globale, comprennent l'intérêt de la recherche, comprennent l'intérêt du processus de connaissance dans certains domaines pour, s'imposer face à d'autres ères civilisationnelles, africaines, amérindiennes, asiatiques, mais aussi pour imposer leur leadership en Europe, dans le, entre guillemets, vieux monde. Et donc, ils vont soutenir, financer la recherche dans un contexte de rivalité entre puissances européennes, essentiellement dans les domaines de la proto-industrie, on va le dire comme ça, c'est pas encore l'industrie au sens fin XVIIIe siècle, et dans le domaine donc de l'armement.
Au XIXe siècle, les choses changent. Les choses changent parce que la diffusion, on l'a déjà vu, mais aussi la production, et ça c'est important, des connaissances scientifiques s'intensifie. C'est d'abord très vrai en Occident, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, mais aussi au Japon par exemple, puisqu'une multitude d'acteurs va soutenir la recherche, va investir dans le domaine de la recherche. Les États, alors les États le faisaient déjà, mais ils vont investir dans des domaines de plus en plus variés, de plus en plus nombreux. D'autres acteurs vont aussi émerger. Rappelez-vous l'importance de raisonner en termes de diversité d'acteurs, des fondations privées, des entreprises pour en retirer un avantage concurrentiel, etc. etc. Et on le verra ensemble, fin 19e, début 20e, c'est le début d'une collaboration scientifique internationale. Mais ce principe-là, ce principe qui veut que pour être efficace, les chercheurs du monde entier doivent collaborer, ce principe s'ancre véritablement, s'impose à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'exemple en France, à l'échelle d'un État, du CNRS, créé en 1939, Centre national de recherche scientifique, qui justement met en œuvre la collaboration des chercheurs dans différents domaines, donc là ici à l'échelle de la France, mais le CNRS travaille avec des organismes de recherche du monde entier, et c'est le cas à l'échelle internationale du CERN, créé en Suisse en 1954, qui a son centre à Genève. Donc le CERN, c'est le Centre européen pour la recherche nucléaire, et qui a mis en œuvre dans la deuxième moitié du XXe siècle le plus grand centre de recherche en physique des particules. On le trouve à la frontière de la France et de la Suisse, et c'est un centre qui est financé par plusieurs États, essentiellement des États développés, mais aussi par des organismes privés, pas par des entreprises, par des organismes privés à but non lucratif. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour favoriser la collaboration des chercheurs à l'échelle du monde entier, eh bien, c'est au sein du CERN qu'à la fin du XXe siècle, on a développé le World Wide Web, WWW, en quelque sorte l'ancêtre d'Internet. Le but, c'était de créer en interne un réseau d'échange d'informations entre chercheurs et entre équipes de chercheurs. Donc le CERN qui associe 23 États partenaires à l'heure actuelle, et qui a développé ce que vous voyez ici, le fameux accélérateur de particules long de plusieurs kilomètres, si je ne m'abuse, en souterrain. Alors cette importance vraiment marquée de la connaissance, du processus de connaissance au XXe siècle, depuis le XIXe siècle et au XXe siècle, eh bien, elle s'illustre aussi par les brevets. Alors les brevets, vous les travaillez dans votre spécialité SES, je vous laisse le temps de récupérer ici la définition. Un brevet, c'est un titre qui est accordé à un chercheur, à une équipe de chercheurs, et qui accorde à une entreprise, à des chercheurs, à une équipe de chercheurs, la propriété intellectuelle d'une invention, d'une innovation, pour un certain laps de temps. Pour généralement une période de 20 ans, le chercheur, l'innovateur, va bénéficier des retombées économiques de sa découverte. Ensuite, cela tombe dans le domaine public, et donc n'importe quelle entreprise peut reproduire une innovation sans devoir payer quelque chose, donc une somme à l'entreprise, aux chercheurs qui sont à l'origine de l'innovation. Or, il se trouve que les brevets sont très révélateurs de la hiérarchie entre les plus grandes puissances mondiales, et ça montre que la connaissance est un enjeu de puissance. Et cette carte qui se trouve dans le manuel Nathan, donc pas dans le manuel Hachette, page 391 nous le montre. On a ici les dépôts de brevets en 2018 pour plusieurs États du monde. On voit par exemple que c'est la Chine qui a déposé le plus de brevets, plus d'1 million de brevets déposés en 2018, suivi des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Russie, etc. Alors, pour faire un rappel historique, que cette carte d'ailleurs ne nous permet pas de faire, c'est une critique qu'on peut apporter à ce planisphère, jusqu'en 1914, les États qui déposaient principalement des brevets, qui étaient donc les États les plus innovants, notamment dans les domaines industriels, mais aussi médical, etc., c'était le Royaume-Uni, l'Allemagne,
et la France. Et c'était effectivement à ce moment-là les 3 plus grandes puissances du monde. Je pense qu'on peut l'affirmer sans peine. Depuis 1945, les brevets sont surtout posés par des chercheurs états-uniens. 1945 à 2000, 2010 même, chercheurs états-uniens, et juste derrière, chercheurs soviétiques. Là aussi, c'était bien le reflet de la hiérarchie, des puissances pendant la guerre froide, notamment dans des domaines tels que le nucléaire, énergie civile nucléaire, et la conquête spatiale. Depuis, les choses ont changé. Depuis une dizaine, quinzaine d'années, certains pays émergents s'imposent dans cette compétition, sont devenus des lieux majeurs de production de connaissances scientifiques. Donc c'est le cas de la Chine qui aujourd'hui est dans ce domaine-là le premier concurrent des États-Unis et même le pays dans lequel on dépose chaque année depuis quelques années le plus de brevets, mais l'Inde par exemple ou la Corée du Sud, le Brésil aussi, dans une moindre mesure, sont des États qui commencent à s'imposer dans ce domaine-là. Et donc c'est vraiment important d'avoir à l'esprit ça. On voit bien à travers cet exemple des brevets que les pays qui produisent du savoir par le biais du processus de connaissance correspondent aux lieux qui sont aujourd'hui au cœur de la mondialisation ou correspondent à des États qui veulent devenir des acteurs majeurs de la mondialisation. Donc ça, c'est essentiel de l'avoir à l'esprit. Il y a un lien très fort entre production de connaissances et rôle joué au sein de la mondialisation et de la compétition internationale. Les brevets sont importants parce qu'ils révèlent la hiérarchie des puissances, mais c'est aussi un outil qui a été mis au point pour protéger les innovations et donc pour limiter la diffusion d'un certain nombre de découvertes afin de permettre que les pays qui investissent le plus, qui ont le plus de moyens, qui ont les meilleurs chercheurs, restent en tête de cette compétition et donc en tête de la compétition commerciale, économique, globale. Et c'est d'ailleurs cela qui fait de la circulation des connaissances un enjeu géopolitique majeur. Comme il y a des brevets, pour protéger les innovations, on va chercher à obtenir la possibilité de bénéficier de ces brevets en avance. Alors soit par des négociations, donc parfois il y a des entreprises d'États étrangers qui vont négocier, des États aussi vont parfois soutenir ces négociations. Donc par exemple, les États-Unis vont proposer aux Chinois d'obtenir plus rapidement, de voir, pour eux, les brevets être annulés. Dans le domaine, de la téléphonie mobile, des smartphones, on va dire aux Chinois, vous pourrez avoir accès à la technologie d'Apple au bout de seulement 3-4 ans, et en échange, donnez-nous des avantages commerciaux, permettez-nous de nous implanter chez vous, d'implanter nos usines chez vous, dans des zones libres de toute taxe, etc., etc. Ce processus, c'est ce qu'on appelle le transfert de technologie. Transfert de technologie, alors ici, je vous parle des moyens légaux de permettre le transfert de technologie. Il y a aussi des moyens illégaux par le piratage, par l'espionnage, et ça, on en parlera un peu plus tard. Auparavant, grand B, on va bientôt en terminer avec cette capsule vidéo, nous allons commencer le deuxième grand jalon de cet axe 1 sur la question de la recherche sur la radioactivité. Donc grand B, l'exemple de la recherche et des échanges scientifiques sur la question de la radioactivité, c'est vraiment un exemple qui va vous montrer à la fois comment une communauté internationale a pu se construire progressivement autour de cette question, mais aussi qui va nous permettre d'étudier les liens ambivalents entre communauté de chercheurs et État, le domaine de la radioactivité étant cela très révélateur. Alors je vous laisse sur Internet, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous encourage à faire une petite pause et à chercher sur Internet une vidéo qui s'intitule « La découverte de la radioactivité par Becquerel ». Elle dure 6 minutes 10, 6 minutes 11. Regardez-la et ensuite revenez sur cette vidéo. Alors, la radioactivité. D'abord, qu'est-ce que la radioactivité ? Je vais vraiment faire assez vite là-dessus parce que nous ne sommes pas en physique et en chimie d'ailleurs. Et parce que je n'ai pas de connaissances étendues sur le sujet. Mais la radioactivité, c'est la propriété physique qu'a
un élément naturel. Vous vous souvenez, le tableau périodique des éléments que vous avez travaillé en seconde notamment et au collège en physique, donc plusieurs éléments, le nickel, le fer. Et certains éléments chimiques, ou même certains isotopes, c'est-à-dire certaines variantes de certains éléments chimiques, ont une instabilité interne. Ça veut dire que certains de leurs noyaux d'atomes, de manière naturelle, vont se transformer en d'autres atomes. Et au moment de la transformation, ils libèrent un rayonnement. Ils libèrent une énergie, un rayonnement. Donc, ils libèrent des particules de matière, des particules d'énergie. Et c'est cette émission naturelle de certains éléments chimiques, de certaines variantes de certains éléments chimiques, exemple, l'uranium 235, et l'uranium 235, donc de manière naturelle comme ça, subit des transformations internes vraiment invisibles à l'œil nu, qui libèrent comme ça un rayonnement et de l'énergie de manière naturelle. Et ce phénomène, il est découvert par un physicien français en 1896, complètement par hasard. Ce physicien, c'est Henri Becquerel. Il faut le connaître. Alors, lui, il travaille sur la fluorescence des sels d'aluminium. Alors, il est inspiré par les travaux d'un physicien allemand qui s'appelle Rontgen. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, la fluorescence, vous vous souvenez, vous aviez des stickers chez vous dans vos chambres quand vous étiez enfant, vous savez, un sticker comme ça qui va absorber, entre guillemets, la luminosité. Puis quand vous éteignez la lumière, quand vous faites vraiment le noir dans la chambre, ça émet une certaine lumière naturelle. C'est ça, la fluorescence. Donc bon, on sait que les sels d'aluminium ont une certaine fluorescence, donc il travaille dessus, et il a des sels d'aluminium, comme ça, dans des tubes de verre. Et il va poser des sels d'aluminium dans des tubes de verre sur une plaque photographique. Mais cette plaque photographique, elle est elle-même dans un carton noir, dans un carton scellé. Donc il s'assure que cette plaque photographique ne reçoive aucune lumière naturelle. Donc c'est une plaque scellée. Au-dessus, on pose comme ça des sels d'aluminium. Et il découvre par hasard, en développant la plaque photographique, qui donc n'a jamais été soumise à la lumière du soleil, il découvre des petites taches dessus, qui correspondent pile à l'emplacement des fioles de sels d'aluminium. Et normalement, on se dit c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible parce que ces sels d'aluminium sont radioactifs et ont libéré comme ça un rayonnement, des particules de matière et d'énergie qui ont traversé le carton et qui ont impressionné la plaque. Et donc, c'est la découverte de ce qu'on appelle la radioactivité naturelle. Attention, radioactivité naturelle. On verra ensemble, on travaillera ensemble la radioactivité artificielle. Donc, récupérez bien la bonne définition du manuel ici. Et alors, à propos de cette radioactivité naturelle, c'est la dernière diapositive, Becquerel va inspirer d'autres chercheurs, d'autres recherches. Et c'est vraiment le début comme ça d'une série de recherches très fécondes, très riches, qui vont toucher la communauté scientifique internationale au sujet de la radioactivité. Quelques temps plus tard, en 1897, la chimiste polonaise, bientôt naturalisée française grâce au mariage avec son mari, donc la chimiste franco-polonaise, dirons-nous pour simplifier, Marie Curie, née Maria Sklodowska, épouse de Pierre Curie que vous avez ici, eh bien cette chimiste a consacré sa thèse et ses travaux au rayonnement qui ont été identifiés comme ça par Henri Becquerel. Alors Henri Becquerel, il a seulement constaté le phénomène. Ce que Marie et Pierre Curie vont apporter d'abord, c'est qu'ils vont expliquer le phénomène. Ils vont expliquer ce qui s'est passé, ce que Becquerel a constaté. Et non seulement ils vont l'expliquer, mais ils vont aussi traiter des terres originaires d'Europe centrale, ce qu'on appelle notamment du pitchblende, et ils vont, en triant les éléments qu'ils vont y trouver, découvrir 2 éléments radioactifs qui jusque-là étaient totalement inconnus des scientifiques. Il faut imaginer que ce n'est pas à ce moment-là dans le tableau périodique des éléments, et c'est eux qui vont le rajouter. Le polonium, ainsi baptisé en hommage aux origines de Marie Curie, Maria Sklodowska, et le radium. Donc voilà, 2 éléments nouveaux. Et cela va permettre en 1903 à ces 3 chercheurs, donc Marie Curie, Marie Sklodowska, Pierre Curie et
Henri Becquerel, les trois, vont obtenir le prix Nobel de physique. Ce sera d'ailleurs pour Marie Curie le premier d'une série de 2 prix Nobel, ce dont on parlera ensemble un peu plus tard, et ça montre, ça révèle l'intérêt de la communauté scientifique internationale. Le prix Nobel est un prix international, déjà pour les recherches sur la radioactivité. On le voit, dès l'origine, la recherche sur la radioactivité met en relation des chercheurs. Alors ici, des chercheurs français, mais d'ailleurs français et européens, puisque Marie Curie est polonaise d'origine. Et on verra ensemble, très rapidement, que ces travaux, ces recherches se sont amplifiées, se sont déployées dans toutes les directions et ont intéressé la communauté internationale dans son ensemble. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas que le cours est intégralement disponible sur le site internet. Ça vous permettra de compléter les notes que vous avez prises ici. Et je vous dis à très bientôt.